Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette session rétrospective sur BC TV dont voici le titre. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, c'est le président de la République Joseph Kabila Kabange qui l'a faite les dimanches 24 décembre 2017 à Lubumbashi. Et elle a été élue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le lundi 25 décembre 2017. Et puis, marche du comité laïque de coordination du 31 décembre 2017, une façon de matérialiser le plan B de la Synco. Après la réunion politico-stratégique de Chantilly dans la banlieue parisienne, la Synco avait signé un manifeste visant la déchéance du président Kabila le 31 décembre 2017 pour instaurer une transition sans lui. Pour y parvenir, l'Église catholique avait promis de tout faire à travers homélies et autres activités pour matérialiser cette décision. Et la marche de laïcs catholiques de ce 31 décembre est le point culminant de ce plan B. Enfin, George Weah a été élu président de la République du Libéria ce jeudi 28 décembre 2017. L'ancien footballeur international libérien a obtenu 61,5% de voix face au vice-président Joseph Boakai. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'un pays en Afrique. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui l'a faite le dimanche 24 décembre 2017 à Lubumbashi et elle a été élue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le 25 décembre 2017. Outre ces deux lois, le chef de l'État a également promulgué le même jour 4 autres lois, à savoir la loi numéro 17/015 du 24 décembre 2017 portant réhabilitation du gouvernement, la loi numéro 17/016 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5852/ZR du 7 septembre 2016 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs. La loi numéro 17/017 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la RDC de la Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul le 2 juillet 2006, ainsi que la loi numéro 17/018 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Les textes promulgués des lois numéro 17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour, ainsi que la loi des finances numéro 17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018 sont la version de l'Assemblée nationale qui avait maintenu le seuil d'1% au niveau national et non au niveau de la circonscription électorale comme proposé par le Sénat. La résidence du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, se trouvant à Moussienene, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, a été attaquée et incendiée le lundi 25 décembre 2017 vers 4 heures du matin, a affirmé l'administrateur du territoire, Joyce Bokele. Résultat de cette attaque, un policier tué, son corps brûlé et les 3 grands bâtiments érigés dans la propriété incendiés. Selon des témoins, le fait était encore visible en matinée du 25 décembre 2017. L'administrateur du territoire de Lubero parle des assaillants qui seraient des miliciens maïmaï qui sévissent actuellement dans la région, y créant une insécurité tant décriée et qui désemparent la population locale. Joyce Bokele a indiqué qu'une enquête est en cours pour déterminer la nature de cet incident. Réagissant à cette situation, certains notables nandais ont dans une déclaration rendue publique le jour même de l'incident ce qui suit. Nous, notables de la communauté nandais, avons appris avec grande stupéfaction et regret l'attaque de la résidence privée du chef de l'État à Moussienene, en territoire de Lubero au Nord Kivu, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. Condamnons avec fermeté cet acte de barbarie et appelons l'ensemble de la population de Lubero et de Beni à se désolidariser de toute action susceptible de compromettre la paix et le développement de cette partie du pays qui se veut être une référence, la dynamique progressiste. Exprimons nos sentiments de compassion envers son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour cette circonstance qui blesse la conscience de tous citoyens congolais.
invitons les services compétents à initier, sans délai, une enquête sur cet acte ignoble. Encourageons les forces armées de la République à poursuivre les opérations de neutralisation de toutes les forces négatives au Nord Kivu. Demeurons convaincus que la communauté Nandé est irrévocablement attachée à la paix et au développement. Enfin, assurons son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, de notre loyauté, afin que la pacification et la reconstruction du Nord Kivu se poursuivent. Les ressortissants de cette province ont condamné avec fermeté ce qu'ils ont qualifié d'un acte barbare et ont encouragé les forces armées de la République à poursuivre les opérations de neutralisation de toutes les forces négatives au Nord Kivu. Suite à l'attaque de la résidence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à Moussienene au Nord Kivu par des assaillants notés jusqu'ici inconnus, le gouverneur de cette province, Julien Paluku, à peine arrivé sur place, a annoncé la tenue d'un dialogue social dans le prochain jour et ce dialogue va réunir la population de Beni et de Lubero. Julien Paluku a profité de micros de journalistes pour condamner fermement cet acte commis par des inciviques. Il appelle au concours de toute la population pour rechercher les criminels qui déstabilisent Beni et Lubero. Et par la même occasion, il condamne ceux qui applaudissent et appuient le criminel. Pour le gouverneur du Nord Kivu, le peuple de Beni et Lubero a besoin d'un dialogue social pour que les gens se parlent et n'aillent pas à la dérive. Par ailleurs, il s'est de noter que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017, des assaillants ont attaqué et incendié une résidence du chef de l'État à Moussienene, à 17 km au sud de Butembo. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations Sokola 2, cette attaque est l'œuvre des miliciens Mai Mai Mazembe. L'officier affirme qu'une enquête est ouverte. Leila Zerougi remplace Maman Sidikou à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a lui-même nommé et annoncé la nouvelle le mercredi 27 décembre 2017. Zerougi Leila succède ainsi au Nigérien Maman Sidikou, qui va terminer sa mission en janvier 2018 en RDC. L'Algérienne a déjà occupé le poste de représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit. Leila connaît bien la RDC, où il a déjà occupé le poste de représentante spéciale adjointe du secrétaire général et adjointe au chef de la MONUSCO. Plusieurs défis attendent la nouvelle chef de la MONUSCO. Elle devra accompagner la RDC à réaliser les élections libres, démocratiques et pacifiques. Du côté sécuritaire, Leila Zerougi devrait mobiliser ses responsables au niveau de New York pour éradiquer les terroristes des ADF qui sèment la terreur à l'est de la RDC. La mort récente des casqueblés tanzaniens et des FARDC illustre déjà ces violences auxquelles l'Algérienne devra faire face. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari vient de déjouer un coup fourré contre lui. Après le vice-ministre en charge des affaires étrangères Léonard Sheokitundu qui vient d'être victime de cette pratique odieuse, le service du VPM Shadari vient de mettre à nu un réseau d'arnaqueurs qui faisait ses chantages à partir d'une vidéo imaginaire prétendument compromettant contre le patron de la territoriale, ce qui a tout l'air d'un montage grossier et d'une fake news. Tout a commencé le mardi 26 décembre 2017 quand un membre du cabinet du VPM en charge de l'intérieur et de la sécurité reçoit un coup de fil d'un Congolais qui disait résider au Canada et disposer d'une vidéo compromettant de Ramazani Shadari d'une durée de 3 minutes filmée dans son bureau. Pour ne pas diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, son détenteur, un certain Patrick, va exiger 50 000 $ américains. Comme pour les piéger, le collaborateur du VPM, qui avait à ses côtés 2 témoins pendant cet entretien enregistré, demandera à Patrick de lui envoyer un extrait de la vidéo, question de s'en faire une idée. Par la suite, le proche du patron de la territoriale s'entendra proposer le marchandage du montant initial des 50 000 $. Patrick est descendu à 25 000 avant de tomber dans la fourchette oscillant entre 5 000 et 3 000 $. Refus catégorique de proches du VPM Shadari, le modus operandi les ayant confortés dans leur conviction qu'il s'agissait bien d'un montage grossier qui cachait mal un coup fourré politicien.
Pas besoin d'un dessin ni d'un schéma pour réaliser qu'Emmanuel Ramazani Shadary vient d'échapper à un complot aux contours politico-mafieux. Survenant dans la foulée de la diffusion de la vidéo attribuée au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, l'arnaque avortée contre le VPM du gouvernement ne paraît pas relever du hasard ou d'une coïncidence fortuite. Nombre d'observateurs notent d'abord qu'il s'agit de hauts cadres du PPRD. Ensuite, les deux VPM justifient chacun dans leur secteur d'un bilan qui conforte l'action du chef de l'État. Enfin, il se trouve que Shehu Tundu et Emmanuel Shadary sont parmi le pilier de la Kabylie. De là, au soupçon d'un agenda contre le régime, il n'y a qu'un pas. Un petit pas que l'on peut franchir lorsque de sources concordantes font état d'un autre coup fourré en gestation. Cette fois-là contre le speaker de la Chambre basse du Parlement, secrétaire général de la majorité présidentielle et baron du PPRD Aubin Minakou. Une terrible loi des séries, synonyme d'une campagne visant à affaiblir le raïs, d'après certains analystes avertis. La marche projetée par le Conseil de l'apostolat laïque catholique du Congo, CALCC en sigle, suscite de plus en plus de controverses. En cause sa vraie nature et finalité, ainsi que les intentions réelles de ses organisateurs. En effet, si le CALCC parle d'une marche pacifique et plutôt citoyenne pour l'application de l'accord du 31 décembre, certains observateurs ne se font cependant aucune illusion quant à la démarche autrement politique sous-jacente. Ces observateurs soutiennent que cette marche est un accomplissement des engagements politiques de l'Église catholique à travers la Synco qui, depuis plusieurs mois, a choisi de jouer de son influence sociologique pour agir finalement en actrice politique. Le point central est le fait que la Synco a signé au sortir d'une réunion politique à Chantilly dans la banlieue parisienne un manifeste dont les objectifs clairement exprimés sont d'obtenir le départ des Kabila au 31 décembre 2017 si les élections ne sont pas organisées avant et d'instaurer alors une transition sans ce dernier. Pour y parvenir, le plan d'action de ce manifeste avait arrêté une série de manifestations dont le point culminant se trouve être la date du 31 décembre prochain. Les observateurs rappellent aussi que la Synco avait promis d'apporter son concours à cette démarche par la sensibilisation des fidèles dans toutes les paroisses de l'Église catholique à travers le pays. Et cet exercice est déjà en cours. De plus, le même observateur constate qu'aujourd'hui, les véritables acteurs de cette marche se manifestent sous forme d'adhésion à l'initiative du CALCC. Il s'agit, pour la grande majorité, des partis, regroupements politiques et associations de la société civile membres du Rassemblement LMT ou tout au moins très proches de cette plateforme. Pour toutes ces raisons donc, les analystes sont convaincus que le CALCC sert de cheval de Troie à une action autrement plus large et dans ce cas, ils s'interrogent sur ce qui va bien se passer sur terrain ce dimanche 31 décembre 2017, Wait and See. L'Église catholique ne peut utiliser la rue pour sauver les âmes des autorités congolaises. Ces propos sont de la coordination de la société civile Force Vive de la RDC qui a marqué sa désapprobation face à la marche annoncée par les laïcs catholiques. D'après les responsables de cette structure, cette marche est inopportune dans la mesure où elle risque de dégénérer et d'entraver le processus électoral en cours. Du côté de l'UDPS Tchibala, son président Tarsis Loseke fait savoir que cette marche n'a pas sa raison d'être car elle va à l'encontre de l'accord du 31 décembre 2016. Le président de l'UDPS Tchibala recadre ici les laïcs catholiques. Il fait savoir que l'accord de la Saint-Sylvestre, dont il réclame l'application, a été totalement appliqué avec la nomination d'un premier ministre venant du Rassemblement. Il ajoute aussi que plusieurs prisonniers ont déjà été libérés et le calendrier électoral publié. Il ne voit donc aucune raison d'être de cette marche qui n'est du reste que le plan B de la Senco. C'est donc ce dimanche 31 décembre 2017 que les paisibles Congolais auront rendez-vous avec une insurrection qui a atteint, semble-t-il, son point de maturation. Un rendez-vous forcé qui est passé par l'Église catholique, transformé en cheval de Troie par la Senco, le CALCC et sa branche d'action, notamment le RASOP Limité, une opération d'insurrection qui va instrumentaliser la piété innocente des fidèles catholiques congolais qui devraient aller à la messe pour rendre grâce à Dieu pour l'année finissante et la nouvelle année.
Le microcosme politique congolais a connu un emballement particulier à l'annonce de l'implication de l'historien Isidore Ndayouel dans les préparatifs de la marche du 31 décembre 2017, dont l'objectif sous-jacent est la déchéance du président Kabila, encore en fonction, pour l'instauration d'une transition sans lui. Un emballement fait de surprises et d'étonnements pour cet homme de science qui a accompagné la marche politique du pays depuis la chute de la dictature moubutiste. Sa nouvelle posture politique ne peut donc susciter des interrogations sur les rôles qu'il aura joués dans les allées du pouvoir pendant toutes ces années. C'est en effet depuis l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila que Ndayouel prêtait ses services, notamment comme membre du cabinet du feu Sakombi Inongo, alors conseiller spécial en matière de communication. Il sera ensuite envoyé à Paris pour représenter la RDC au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour ces mêmes compétences qu'il sera désigné commissaire général à la francophonie pour les préparatifs du sommet qui devait se tenir à Kinshasa. Avant cela, Isidore Ndayouel joua un rôle imminent dans les préparatifs du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Pour le reste, il a régulièrement fréquenté les milieux politiques de la majorité et contribué à l'élaboration de certaines stratégies grâce à ses conseils et propositions. Tous ceux qui connaissent le professeur Ndayouel reconnaissent en lui un ambitieux personnage, mais qui ne l'affiche pas trop. Une attitude qui a souvent intrigué ses partenaires, mais qui semble aujourd'hui trouver une explication. Ndayouel Nziem était-il une taupe au sein de la majorité ? Serait-il cet homme dit apolitique prévu par la formule transition sans Kabila pour être le président de cette transition? Ces questions et tant d'autres sont sur toutes les lèvres. Autant que celle de savoir les rôles qu'il a joués pendant tous ces temps en sous-main pour entretenir des plans de déstabilisation du même régime qu'il servait, sans considération des conséquences qui en découleraient sur la stabilité de l'ensemble du pays. Homme de science censé incarner les valeurs de la francophonie, dont la démocratie, Isidore Ndayouel se révèle aujourd'hui sous un jour surprenant d'agent des conquêtes du pouvoir en dehors des urnes. Cette même conquête qui s'est traduite par la formule d'une transition sans Kabila, qui est justement la finalité de la marche dite des laïcs pour laquelle il a milité secrètement. La République démocratique du Congo accentue la pression sur les réfugiés sud-soudanais. Les arrestations ces jours-ci par l'armée congolaise des réfugiés sud-soudanais et les renforcements des contrôles à la frontière semblent témoigner de la volonté de la RDC d'empêcher les rebelles sud-soudanais de trouver refuge sur son sol. Des centaines de civils sud-soudanais ont fui vers la RDC après la conquête la semaine passée du fief rebelle de la Sou dans la région de l'Équateur par les forces gouvernementales. Les autorités congolaises avaient par ailleurs arrêté 18 d'entre eux soupçonnés d'appartenir à la rébellion sud-soudanaise qui combat le gouvernement depuis 4 ans dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et dévasté le pays. Cependant, 15 de ces 18 personnes ont été libérées. Les 3 sont restés en détention parce qu'elles sont toujours soupçonnées d'être des rebelles, a expliqué à l'AFP Alexis Kabambi qui dirige la Commission nationale pour le réfugié à Aba dans le nord-est de la RDC. Le dernier centre d'enrôlement des électeurs sur le 91 ouvert dans la ville de Kananga au Kassai central est officiellement fermé ce mardi 26 décembre 2017. Joseph Poutou Ilunga, secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI au Kassai central, a profité de cette occasion pour demander aux retardataires, spécialement aux leaders politiques, de se faire violence pour s'inscrire le plus vite possible. Dans son exposé devant les femmes sur l'enrôlement durant la rencontre organisée par la Ligue de femmes pour les élections, Joseph Poutou a annoncé la fermeture de 31 premiers centres d'enrôlement le 23 décembre 2017. Pour cette partie du territoire congolais, la CENI attend enrôler au final 1 544 654 personnes pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Au niveau provincial, Joseph Poutou a affirmé que le tout dernier centre d'inscription situé dans les secteurs de Luata, en territoire de Luisa au Kassai central, fermera ses portes au mois de mars 2018. Rappelons que ce centre a été ouvert en retard suite au problème de délocalisation que le ministère national de l'Intérieur a résolu tardivement. Nouvelle épidémie de choléra à Kinshasa.
123 cas et 10 décès déjà enregistrés depuis le mois de décembre 2017. L'information a été livrée par Oli Ilunga, ministre de la Santé, au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 27 décembre 2017 à Kinshasa. Selon le ministre, 10 personnes sont déjà décédées de cette épidémie. Oli Ilunga a déclaré que le premier cas de choléra a été signalé dans l'aire de santé Lonzo au quartier Kanluka dans la zone de santé Binza Meteo et la victime a succombé le 27 novembre 2017. C'est le 28 novembre que l'alerte sera donnée avant de voir la division provinciale lancer la riposte. Pour le numéro 1 de la santé, ce n'est pas la première fois que Kinshasa soit confronté au choléra. Il a rassuré que les équipes de la division provinciale sont équipées pour mener à bien la riposte. Il a insisté sur le fait que Kinshasa n'est pas une zone endémique de choléra et que tous les cas de choléra que connaît Kinshasa proviennent toujours d'autres provinces du pays. Allusion faite à ce dernier cas qui viendrait de Kimpese dans le Congo central. Oli Ilunga a souligné que la situation globale du choléra dans tous les pays est à la baisse, sauf dans 5 provinces où elle est à la hausse. Il s'agit du Sud Kivu, Kasai, Congo central, Lualaba et Kinshasa. Le ministre de la tutelle a par ailleurs recommandé quelques mesures d'hygiène à adopter, notamment boire de l'eau propre, se laver correctement les mains, bien laver les fruits et légumes avant leur consommation, laver les mains après les retours des toilettes, utiliser les latrines propres et ne pas déféquer à l'air libre, a conclu le ministre de la Santé. La veille de Noël a connu un grand engouement dans la ville de Kinshasa. La plupart des chrétiens se sont rendus dans leurs églises pour la célébration de la messe au culte des minuit. De nombreux groupes de jeunes à Kinshasa se sont rejoints dans leurs quartiers respectifs au rythme de la musique et des chants dans les débuts de boissons et boîtes de nuit. Certains groupes de jeunes par contre se sont pourtant organisés et ont passé la nuit de Noël dans leurs quartiers respectifs, méditant sur leur avenir. Plusieurs centaines de chrétiens catholiques ont assisté à la messe de minuit en cathédrale Notre-Dame du Congo et dans leurs églises respectives. Pour eux, la nativité du Christ vient renforcer leur foi et surtout l'amour du chrétien. À Lubumbashi, tout s'est passé dans le calme malgré l'interdiction de l'usage des pétards durant les festivités de fin de l'année. Cette mesure réglementaire s'applique pour maintenir la paix dans cette ville. À Kisangani, la fête de Noël était un succès. Les habitants ont trouvé du plaisir en ces jours de la célébration de la naissance du Fils de Dieu en se rendant à l'église et en se réjouissant en famille. C'est dans les soucis de clôturer en beauté l'année 2017 que le Bureau stratégique de communication BSC Group a organisé le week-end dernier une marche de santé avec pour principal objectif renforcer la solidarité et l'harmonie entre les membres de son personnel. Ouverte par une prière de Sœur Constance, cette journée a été un moment émouvant de convivialité et de détente pour les personnels et cadres de cet organe de communication. De selfies, de danses, de blagues, tout a été au rendez-vous pour agrémenter ces rencontres. Avec comme point de départ les installations du bureau stratégique de communication, cette marche de santé a eu comme point de chute l'hôtel Bella Rosa au quartier CPA, un cadre VIP qui accueillit tous les employés, mettant ces derniers dans des conditions convenables, un cadeau signé Yvon Ramassani, directeur général du groupe BSC. Autour d'une table avec un rafraîchissement et un repas, les employés de BSC ont renforcé leurs liens de solidarité et d'amitié en vue d'entamer avec amour, sérénité et professionnalisme l'année 2018. Ainsi, pour remercier l'initiative et le dévouement de tout son personnel pour la réussite de cette activité, le directeur de cabinet de la direction générale, Jonas Kota, n'a pas manqué les mots. C'est juste avant tout un grand et un gros remerciement de la direction du BSC à tout le cadre personnel que vous êtes tous ici. Si nous sommes ici d'abord, c'est l'initiative de vous. Ce n'est pas l'employeur qui a pris cette initiative. L'employeur a senti ce plaisir de se rendre compte que ceux qui ont pris cette initiative, ils ont fait la démonstration de 2 éléments. Ils s'aiment entre eux, ça veut dire qu'ils forment une famille, et ils aiment l'entreprise qui les emploie. Pas l'entrepreneur, mais l'entreprise qui les emploie. La soudure que vous avez montrée ici, par ce geste ici, que l'employeur a appuyé, la solidarité que vous avez montrée indique certainement que vous êtes moralement préparé pour affronter cette nouvelle année avec beaucoup plus de détermination. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux vous dire simplement merci au nom du directeur général du BSC, le professeur Yvon Ramassani, qui pour des raisons que nous connaissons tous n'a pas pu être avec nous ici en ce moment, mais qui est de cœur avec nous et qui est en train de nous suivre
sur tous les réseaux sociaux au moment où nous parlons. Je voulais simplement vous remercier en son nom, vous souhaiter une très bonne fête de Noël, une meilleure année 2018, beaucoup de détermination dans la suite et que le Seigneur nous garde pour que chacun puisse rentrer calmement chez lui. Un moment inoubliable pour toute la famille BSC Group qui n'a pas manqué des mots pour remercier l'appui de ses autorités pour la réussite de cette activité récréative. George Weah a été élu président de la République du Libéria le jeudi 28 décembre 2017 selon le résultat de la commission électorale. Il a obtenu 61,5% de voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, à l'issue d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans le calme selon les observateurs. Le sénateur de 51 ans et l'ex-attaquant du PSG Marcel Monaco et Milan AC est entré en politique à la fin du conflit qui avait traumatisé son pays à travers la guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. En 2005, il est battu au second tour de la présidentielle par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. George Weah sera aussi battu à la candidature de la vice-présidence en 2011 par Joseph Boakai. Bien qu'accusé d'être souvent absent du Sénat, George Weah, 15 ans après avoir accroché les crapauds, assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique. Pendant la guerre civile, Weah avait plaidé pour la paix au Libéria, appelant l'ONU à sauver son pays. Des rebelles avaient alors brûlé sa maison de Monrovia et pris en otage deux de ses cousins. Weah est le seul Africain à avoir gagné les trophées du Ballon d'Or en 1995. Le désormais nouveau président du Libéria remplacera Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier 2018. Il devra travailler dur pour sortir son pays du sous-développement. Jean Chrysostome Tshizingzigat a été reconduit à la tête de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN en sigle pour un nouveau mandat de 4 ans. Il a obtenu 31 voix sur le 35 votants au terme d'une assemblée générale extraordinaire et élective de cette entité sportive tenue le mercredi 27 décembre 2017 au centre des handicapés de Kinshasa. Jean Chrysostome Tshizingzigat aura comme premier vice-président Guy Mbatala, élu avec 30 voix pour le même nombre d'électeurs. Et une autre bonne nouvelle dans les registres de football est le retour du footballeur international congolais Yannick Bolasie qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en décembre 2016 lors d'un match qui opposait son club d'Everton à Manchester United. Depuis, Yannick Bolasie a dû subir 2 opérations pour réparer son articulation meurtrie. Après plus d'un an d'absence sur le terrain, Yannick Bolasie est désormais rétabli et a rejoué avec Everton le 26 décembre 2017 face à West Bromwich Albion, un match qui s'est soldé par un score nul des 0 buts partout. Voici l'essentiel des titres développés cette semaine. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, c'est le président de la République Joseph Kabila Kabange qui l'a faite les dimanches 24 décembre 2017 à Lubumbashi. Et elle a été élue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le lundi 25 décembre 2017. Et puis, marche du comité laïque de coordination du 31 décembre 2017, une façon de matérialiser le plan B de la Synco. Après la réunion politico-stratégique de Chantilly dans la banlieue parisienne, la Synco avait signé un manifeste visant la déchéance du président Kabila le 31 décembre 2017 pour instaurer une transition sans lui. Pour y parvenir, l'Église catholique avait promis de tout faire à travers homélies et autres activités pour matérialiser cette décision. Et la marche de laïcs catholiques de ce 31 décembre est le point culminant de ce plan B. Enfin, George Weah a été élu président de la République du Libéria ce jeudi 28 décembre 2017. L'ancien footballeur international libérien a obtenu 61,5% de voix face au vice-président Joseph Boakai. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'un pays en Afrique. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci de votre attention soutenue.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.